Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La force du G5 Sahel au centre des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU. Présent à cette visioconférence organisée le 4 décembre dernier, les dirigeants africains ont réclamé la mise en place d'un financement pérenne des opérations de maintien de la paix. La politique de diversification économique, notamment fondée sur la production et la transformation des produits agricoles, porte ses fruits au Tchad. Certaines entreprises, à l'image du groupe Sultani, sont parvenues à diversifier leurs revenus. Et enfin au Bénin, les acteurs du secteur foncier partagent leur inquiétude concernant la gestion foncière. 14 recommandations ont été formulées après leur rencontre à Dassazoumé. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, au Bénin, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance a rendu son rapport sur la situation sociopolitique du pays. Un rapport paru le 4 décembre dernier et qui intervient à quelques mois du premier tour de la présidentielle prévue pour le 11 avril 2021. Point phare de cette évaluation, l'OCCG demande au Parlement et à la Cour constitutionnelle, je cite, de prendre les mesures requises pour une suppression du parrainage, car selon l'instance, le système de parrainage, je cite, soulève des problèmes qui rendent difficile son application ainsi que l'élection présidentielle crédible et pacifique. La force du G5 Sahel était au centre des discussions lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU, une visioconférence organisée le 4 décembre dernier et durant laquelle les dirigeants africains ont abordé la question du financement des opérations de paix. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a notamment plaidé pour la mise en place, je cite, d'un mécanisme de financement pérenne des opérations de maintien de la paix dirigées par l'UA ou des organisations sous-régionales. Les précisions de Philomène. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a réclamé une aide financière pérenne aux opérations de paix menées par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies dans le G5 Sahel lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cette disposition pourrait permettre à la force conjointe du G5 Sahel de mieux assurer sa mission. Jusqu'à 70% des opérations de paix concernent des pays africains qui appellent à une coordination appropriée entre l'ONU et l'Union africaine. L'Union africaine et l'ONU doivent conjuguer leurs efforts pour mettre en place une solution pérenne de financement pour la force conjointe du G5 Sahel. Selon le Mali, le G5 Sahel aurait souhaité obtenir un mandat beaucoup plus robuste et placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui crée le cadre dans lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures dans le cadre du maintien de la paix. Ce sont des appels qui rentrent évidemment dans un cadre tout à fait légal et légitime. Lorsque nous voyons les tensions budgétaires que la majeure partie des États du G5 Sahel ont connues, c'est donc alors une impérieuse nécessité pour la communauté internationale, notamment les Nations Unies, d'accompagner le G5 Sahel. Les difficultés de financement du G5 Sahel sont parties essentiellement de l'administration américaine avec le président actuel Donald Trump. À noter que les États-Unis opposent jusqu'à présent un refus contre le financement de cette force anti-djihadiste par l'ONU. Ils privilégient la relation bilatérale. Faisant face à la difficulté de mobiliser des ressources, le G5 Sahel reste également confronté à un manque de transparence sur la gestion des fonds. L'actualité, c'est également la visite officielle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en France. Le chef de l'État égyptien a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce lundi 7 décembre à l'Élysée. Une rencontre durant laquelle les deux dirigeants ont notamment abordé le renforcement de leur partenariat stratégique, mais aussi la question des droits de l'homme en Égypte. Une question épineuse qui a fait naître des désaccords, indiquait le chef de l'État français lors d'une conférence de presse. Rappelons que la visite du président égyptien en France a suscité une vive polémique dans les rangs des organisations de défense des droits de l'homme. Malgré la pandémie de coronavirus, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine se précise. Réunis virtuellement le 5 décembre lors de la 13e session extraordinaire de la conférence de l'UA, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont confirmé le démarrage des opérations commerciales le 1er janvier 2021. À noter que parmi les 54 pays qui ont signé l'accord, 34 l'ont ratifié. Victoria Seji. Les opérations commerciales au sein de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, vont démarrer en janvier 2021.
C'est ce qui ressort entre autres du sommet extraordinaire virtuel organisé ce samedi 5 décembre et qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'entrée en vigueur de la ZLECAf est très attendue. Elle devrait connecter 1,2 milliard de consommateurs africains. L'Afrique continue d'être emprisonnée dans un modèle économique colonial qu'il est important de dépasser à travers une mise en œuvre agressive de la ZLECAf, un outil incontournable de la transformation économique du continent et du développement industriel sur le long terme. Et pour être pragmatique, le compte officiel du processus d'érection des barrières non tarifaires en Afrique, premier outil phare de cette avancée baptisé TradeBarriers.Africa, est désormais opérationnel. C'est un mécanisme en ligne de notification, de surveillance et d'élimination de ces barrières non tarifaires. Il vise à améliorer la transparence, faciliter le suivi et la résolution des difficultés signalées et identifiées. Selon l'annexe 5 du protocole sur le commerce des marchandises, le secteur privé peut déposer une plainte concernant un obstacle spécifique au commerce. En regardant un peu le site, je crois qu'il est facile à s'ouvrir, il se charge bien. Et pour moi, le gros problème, c'est de voir comment est-ce que les utilisateurs, les commerçants et les acteurs économiques vont approprier ce site et de pouvoir l'utiliser. Ça pose en fait le problème aussi de la transformation numérique. Non, a priori, c'est un très bon début, c'est un bon outil qui permet quand même de communiquer autour de la zone de libre-échange. Et s'il y a des choses à améliorer, ça va venir avec le temps. Les États membres et les unions douanières sont tenus de présenter des offres tarifaires d'ici à juin 2021. Rappelons qu'à ce jour, 54 pays africains sur 55 ont signé l'accord instituant la ZLECAf. 34 pays l'ont ratifié. Au Tchad, les autorités ont entamé depuis 2016 une politique de diversification économique, notamment fondée sur la production et la transformation des produits agricoles. 4 ans plus tard, les résultats sont concluants pour le groupe Sultani qui est parvenu à diversifier ses revenus. Depuis 2017, le groupe s'est lancé dans la production agricole 100% bio. Reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, la politique dite retour à la terre nourricière, prônée par les autorités depuis 2016, commence à donner des résultats. De plus en plus, des jeunes entrepreneurs investissent dans la production et la transformation des produits agricoles. C'est le cas du groupe Sultani qui a réussi à diversifier ses revenus grâce à la production des sorgho et des légumes destinés à la consommation locale. Une initiative a créé une centaine d'emplois pour les jeunes dans le monde rural. Ce qui m'a motivé à ouvrir ces branches d'agriculture, c'est l'appel incessant du maréchal de Tchad, le président de la République, qui n'a cessé depuis 2017 de prôner ces politiques d'entreprendre dans le domaine agricole. Moi, au départ, je pensais que c'était de la politique, mais j'ai compris qu'une fois que j'ai commencé avec 1 hectare, j'ai compris que c'est vraiment la meilleure des choses, c'est l'agriculture. Parce que nous avons la terre qui est en abondance, nous avons l'eau, la nappe, elle est très proche. Et ce qui nous manque, c'est la volonté de commencer. Au Tchad, les terres cultivables sont estimées à plus de 19 millions d'hectares, mais seulement environ 1,6% de cette superficie est exploitée. Une opportunité saisie par le groupe Sultani depuis 2017 pour s'engager dans la production agricole 100% bio sans additifs chimiques. Une initiative qui lui a valu la reconnaissance des autorités comme l'une des entreprises locales leaders dans le domaine agroalimentaire. Nous avons focalisé nos entreprises, nos activités sur l'agriculture depuis 2017. Nous avons commencé avec 1 hectare. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 hectares. Donc, notre particularité, c'est que nous produisons bio. Nous avons dans nos champs, nous cultivons le sorgho, le mil, le maïs, l'haricot, l'aubergine, les tomates, l'oignon, donc le riz. Donc, je dirais que c'est à peu près tout. Et tout ça, c'est bio. Pour rappel, l'agriculture au Tchad contribue entre 44 à 50% du produit intérieur brut selon les années et emploie plus de 85% de la population. Le groupe Sultani s'est engagé à accompagner les autorités sur ce défi de transformation agricole en organisant des foires et des expositions des produits locaux au public.
Le Gabon se concentre sur la relance de son économie. Réunis lors d'un conseil le 3 décembre dernier, les autorités ont défini les grandes lignes directrices d'une stratégie de relance économique post-Covid-19. Le gouvernement mise ainsi sur 7 secteurs, parmi eux les mines, les hydrocarbures ou encore l'agriculture. Plus de détails dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Les autorités gabonaises définissent les axes de la stratégie de relance de l'économie post-Covid-19. Des définitions convenues lors du conseil de cabinet à la primature par le ministre de l'économie et de la relance, Jean-Marie Ogandaga, et ses collègues concernés par le plan de relance de l'économie gabonaise. Cette stratégie va s'appuyer sur 7 secteurs identifiés comme porteurs de croissance, notamment les mines, les hydrocarbures, l'agriculture, la pêche, le commerce, le tourisme et l'énergie. Alors, la situation économique du Gabon actuellement n'est pas différente de celle des autres pays. C'est le moment de le rappeler. Ce sont des économies qui ont été fragilisées par la crise de la Covid-19 et les différents pays ont mis en place les différentes politiques de relance de l'activité économique. Pour réussir la mise en œuvre de ce plan de relance, la question du financement a également été évoquée lors de ce conseil et il en était ressorti que le Gabon comptera essentiellement sur ses propres revenus qui se fera par le truchement de la douane et de l'impôt. À cet effet, le ministre de l'économie et de la relance a souligné que les taxations sur les déplacements et produits contribuent à un pourcentage élevé des recettes internes du pays. Le plan que le Gabon voulait mettre en place pour 2021-2023, justement en mettant l'accent sur certains secteurs prioritaires comme l'agriculture, le tourisme, l'énergie et autres. C'est un plan fondamentalement qui va relancer l'économie gabonaise post-Covid et la remettre sur le chemin de la croissance économique comme on l'a connu depuis quelques années aujourd'hui. Donc, ma foi, on peut donner quand même du crédit à ces politiques que le gouvernement est en train d'implémenter dans le cadre du dernier conseil des ministres. D'après certains experts, cette initiative de stratégie de relance de l'économie gabonaise serait un pas de plus vers la sortie d'une chute entraînée par la pandémie de la Covid-19. Notons que cette stratégie de relance devrait être réalisée à partir de 2021 jusqu'en 2023 afin de redynamiser l'activité économique et améliorer le quotidien des populations. La question de la gestion foncière est au cœur des préoccupations au Bénin. En vue d'améliorer l'accès à la terre fondamentale pour lutter contre la pauvreté et la faim en zone rurale, une plateforme de dialogue a été instaurée par les acteurs issus du secteur foncier. 14 recommandations ont été formulées à l'issue de leur rencontre à Dassazoumé. Reportage de notre correspondant Leftiono. La question de la gestion foncière est préoccupante dans le cadre du développement agricole en milieu rural au Bénin. L'état des lieux d'approbation et d'exploitation des terres demeure inquiétant, notamment en milieu rural. La recrudescence de l'insécurité foncière, de conflits entre éleveurs et paysans et la discrimination des femmes à l'accès à la terre sont effectives. En vue de trouver des solutions, les acteurs du foncier œuvrent à l'élaboration d'une politique foncière responsable inclusive pour impacter les nouveaux défis de la gestion du foncier et booster l'investissement agricole responsable en milieu rural. On ne peut pas se développer dans une commune sans bien entendu avoir une sécurité des terres. Vous devez savoir que les femmes, par exemple, sont exclues à l'exploitation des terres. Pourquoi? Rien ne le dit. La coopération allemande à travers la GIZ implémente le programme dénommé Projet promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR au Bénin. Ce projet qui s'inscrit dans le programme spécial Un seul monde sans fin ZEVO vise l'amélioration de l'accès à la terre comme prérequis à la lutte contre la pauvreté et la faim en zone rurale au sein des groupes vulnérables, en particulier les femmes, les éleveurs et les migrants. Notre travail de l'année 21, 22, 23, ce sera de permettre à l'ensemble des acteurs de s'approprier tous les mécanismes que nous développons ensemble, c'est du co-développement, pour que ces mécanismes soient pérennisés à l'avenir et que le projet puisse accompagner non seulement des tests, non seulement des méthodes, non seulement des concepts, mais les rendre opérationnels sur le long terme. A noter que le Bénin dispose d'un code foncier et domanial en vigueur depuis 2017.
Cependant, sa vulgarisation peine à être effective. Le ProPFR GIZ, en collaboration avec le laboratoire Société et Environnement de l'Université de Parakou, a organisé les 4 et 5 décembre 2020 à Dassa les travaux de plateforme de dialogue multi-acteurs autour du foncier rural. Dans ce cadre, les acteurs du foncier ont formulé 14 recommandations, notamment l'institutionnalisation et la mise en œuvre de la Charte nationale des droits et devoirs des utilisateurs de la terre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.